Bonjour à tous. Alors, nous sommes encore ce dimanche-là en direct sur Facebook. Nous nous excusons pour les auditeurs de RFA, puisque au niveau de la transmission, on a un petit problème qui sera certainement résolu d'ici la semaine prochaine. Mais nous avons tenu quand même à faire notre vidéo hebdomadaire, puisque l'actualité n'attend pas, la lutte n'attend pas. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de parler de faits d'actualité et qui illustrent bien que tant au niveau international qu'au niveau national, nous sommes vraiment dans une période charnière. Nous avons déjà expliqué que globalement, la transformation du rapport de force entre les impérialistes, les nouvelles problématiques, la crise du système, font que le système capitaliste colonialiste traditionnel dominé par les Occidentaux est en train de s'effondrer et qu'on va vers l'édification de nouveaux mondes. Mais sur cette période historique globale-là, touchée des décennies, on arrive à un moment d'accélération de l'histoire. Et les éléments que nous allons aborder aujourd'hui tendent à confirmer cette réalité. Alors, on va parler en trois temps. D'abord, des difficultés ou des contradictions au niveau international. Ensuite, de l'accélération des contradictions en Martinique. Et un dernier point, de la stratégie que cela devrait nous suggérer pour la période actuelle. On va partir avec le niveau international. Alors, on va prendre d'abord l'évolution de la guerre en Ukraine. C'est un premier point qui montre l'accélération. Parce que nous l'avions déjà dit de toute façon, que cette guerre, c'était une guerre menée par procuration. Les États-Unis, les forces de l'OTAN, utilisaient le peuple ukrainien pour pouvoir attaquer la Russie. La stratégie globale, c'est d'écraser la Russie et en attendant de pouvoir attaquer l'ennemi principal, le rival principal, qui est la Chine. Donc, mais cette stratégie-là avait sous-estimé, d'une part, les capacités de réadaptation, de résistance de la Russie, mais d'autre part, l'évolution des relations internationales qui rendait de plus en plus difficile la dite stratégie de l'OTAN. Et la grande offensive qu'on avait annoncée depuis plusieurs mois, qui devait sanctionner la victoire de l'Ukraine sur la Russie, eh bien, elle a échoué, cette grande offensive. C'est vrai que pour le moral des troupes, on dit qu'ils ont bombardé le quartier général de l'armée russe à Sébastopol. On essaie de remonter le moral. Et dans la réalité, depuis le début de cette offensive, avec les masses d'armement et de finances qui ont été données au gouvernement de Zelensky, on est obligé de constater que ça n'a pas atteint les objectifs. Alors, c'est là qu'on rentre dans l'engrenage, et c'est pour ça que je parlais d'accélération au niveau de la guerre globale qui est menée par l'OTAN et sous conduite des États-Unis. Ce matin encore, les États-Unis annoncent que, contrairement à tout ce qu'ils avaient dit au début, ils vont livrer des missiles de longue portée au gouvernement ukrainien, missiles qui sont capables d'atteindre la Russie sur tout son territoire. Ça veut dire que c'est une déclaration de guerre officielle, parce qu'ils savent très bien que le premier missile américain qui aura touché la Russie verra une riposte supérieure. Et l'engrenage du conflit militaire généralisé sera enclenché. Mais là, on a tous les éléments pour sentir que cette contradiction s'approfondit. Mais en même temps,
l'Assemblée, la 78e Assemblée générale de l'ONU, qui se déroule à New York, révèle que le soutien dont les impérialistes occidentaux disposaient à l'échelle planétaire, c'était fruité. Et dans les différentes interventions des chefs d'État, il est bien clair que ce qui est dominant, c'est la remise en cause de l'ordre impérialiste occidental. Et je vous invite très fortement à aller lire les différents discours et en particulier celui du représentant du Burkina Faso, qui est une page d'histoire qui devra rester dans nos mémoires et dans les archives. Donc, à l'ONU, il est révélé que l'impérialisme occidental ne contrôle plus le monde. Il ne fait plus la loi. Les gens de l'Amérique centrale et du Sud disent non, ce n'est pas notre guerre, nous n'allons pas rentrer. Y compris des gens qui traditionnellement étaient alliés des États-Unis. On a toute une série de pays qui disent niet, les choses vont changer. Alors, cela va accélérer la volonté des impérialistes occidentaux d'attiser le conflit militaire généralisé et la fascisation. Parce que là aussi, les faits d'actualité nous montrent que la fascisation des pays occidentaux, pas seulement, mais dans le monde en général, le phénomène de fascisation est en train de prendre une ampleur particulière. Dans d'autres émissions, nous avons déjà listé les législations qui, aux États-Unis, depuis le Patriot Act, qui, en France, avec toute une série de restrictions de liberté, et dans l'ensemble des pays occidentaux, pour aller vite, remettent en cause toutes les libertés individuelles et collectives. À côté de ces législations, il y a la domination des multinationales de l'information et plus généralement de tous les secteurs qui sont libérés, leurs possibilités sont libérées par le fait que les gouvernements défendent mordicus leurs intérêts. On l'a vu avec la question de la pseudo-vaccination, l'éjection de produits expérimentaux, comment, à travers l'OMS et toutes les institutions dépendantes de l'Occident, on a privé les gens même du contrôle de leur corps. Le chantage à l'emploi, bref, l'interdiction de se déplacer, d'aller voir ses parents sur des bases qui ne sont pas scientifiques. Et c'est un travail de préparation de l'extension de la fascisation. C'était l'exemple de la santé. Mais à travers les nouvelles technologies qui sont contrôlées par les agences de téléphonie, par les sociétés de téléphonie, le moindre geste, le moindre fait, le moindre mot, le moindre message de chaque individu est actuellement contrôlé et à la disposition de la police sans intervention des magistrats. La semaine dernière, nous avons évoqué cette disposition qui permet de livrer à la police la possibilité de contrôler tous les objets connectés, de montres, enfin bref, tous les objets connectés. On est sous le contrôle totalitariste et fasciste des individus et des collectivités. Donc ça, il y a cette accélération de la fascisation, et je tiens à dire que, pour illustrer cela, qu'il y a une information qui n'a pas tellement été relayée, en tout cas pas au niveau où ça le devrait, en France, c'est l'arrestation d'une journaliste d'investigation mise en garde à vue, puis de son domicile pendant une dizaine d'heures, pompage de toutes ces données sur son ordinateur, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment un acte fasciste commis contre un journaliste d'investigation. Et pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce une terroriste? Est-ce quelqu'un qui a commis un crime? Non. Il s'agit d'une personne qui a publié dans un organe de presse qui s'appelle Discover une première enquête, des résultats d'enquête qui montrent comment le gouvernement français
Français livrent aux pires dictatures les moyens de massacrer des populations civiles. Alors, le dernier article qui a justifié cette descente concerne la livraison d'armes aux dictateurs égyptiens. Vous voyez que chaque fois dans les médias, les journalistes se font devoir de dire le dictateur nord-coréen. Pas un seul ne dit le dictateur égyptien qui est arrivé par coup d'État, qui a pris des têtes, qui a exécuté 600 personnes, hein, qui ne respecte aucun des droits fondamentaux des êtres humains et des associations. Donc, aucun journaliste ne dit le dictateur parce qu'ils sont complices du gouvernement et du système qui fait que les Occidentaux collaborent avec toutes les dictatures qui sont allées au service. Et donc, l'enquête qui avait été révélée par Ariane Lavrieux, c'est le nom de la journaliste, révélait que des bombes avaient servi aux dictateurs et des bombardiers sous contrôle et assistance de l'armée française avaient bombardé des véhicules civils sous prétexte que les autorités égyptiennes soupçonnaient que ça pouvait être des contrebandiers. C'est contraire à toutes les lois de la guerre. Enfin, bref, c'est cette information qui fait que le gouvernement français de la République démocratique laïque française envoie perquisitionner, voler les données personnelles, faire pression, chantage pour essayer de savoir d'où viennent les informations révélées par Ariane Lavrieux. Donc, c'est évidemment inacceptable. Mais ce n'est pas le deuxième article qui est proposé par cette journaliste d'investigation, puisqu'elle avait déjà révélé, du temps de la guerre au Yémen, nous en avions aussi parlé, la France avait livré des armes létales à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, de façon à bombarder des centaines de milliers de civils, causant des centaines de milliers de mortalité infantile. Alors, voilà ce qui a été déclaré. Et normalement, les législations internationales protègent les journalistes d'investigation et empêchent qu'on leur extorque des informations sur leurs sources. Sauf que dans la législation française, ils ont ajouté une petite nuance, sauf si cela concerne des questions d'intérêt public. Ça veut dire libre champ pour ne pas respecter le droit au secret des sources. Alors, ce que le gouvernement français a sous-estimé, c'est le fait que ce média-là est en relation avec beaucoup de réseaux et qu'il est appuyé par beaucoup de gens, ce qui fait que l'interpellation de Ariane Lavrieux a déclenché une tempête. Très peu commenté dans la presse libre occidentale, la presse démocratique occidentale. Très peu commenté. On a parlé de beaucoup d'autres choses, je reviendrai sur ça, mais les défenseurs de patentés autoproclamés des droits de l'homme qui font des batailles diplomatiques pour dire qu'il y a un blogueur qui a été arrêté en Chine parce qu'il avait fait un article hostile au gouvernement, et bien là, le bec était totalement fermé. Et les autorités du gouvernement français, Premier ministre, Macron, etc., évidemment, ils n'ont rien dit. Ah, c'est une affaire de justice, il faut laisser. J'ai insisté sur cet élément-là. C'est pour dire qu'on monte un degré de la fascisation du système. On avait beaucoup parlé des persécutions subies par Assange, celui qui avait révélé les secrets du Pentagone, torture, etc., jusqu'à présent qui est soumis à torture morale et à toutes sortes d'exactions. Mais là, ça se passe en France et personne ne dit rien dans les milieux autorisés de défense des droits de l'homme. Alors, on a dit, danger de conflit généralisé, ruade au sein de l'ONU,
qui vont contribuer les impérialistes à aller dans leurs dernières ressources, le dernier ressort, si vous voulez, et puis fascisation du système. Alors, évidemment, comme il y a des protestations populaires qui ne peuvent plus étouffer, et que les réseaux sociaux font contrepoids à la propagande et aux mensonges officiels, ce qui est mis en avant aujourd'hui, actualité cette semaine encore, c'est le bombardement d'informations pour empêcher de parler de lutte, pour empêcher de parler d'organisation, pour qu'on ne dénonce pas les crimes des différents gouvernements. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, j'avais fait cette analyse concernant le décès de la reine d'Angleterre. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Charles III. Un monarque qui représente l'aristocratie, occupe les médias totalement, et puis on dit une phrase sur les Palestiniens qui ont été assassinés par l'armée d'occupation israélienne, sans commentaire. Et puis après, Charles III, le pape qui est venu, le pape. On a pu, pendant 10 minutes, voir en direct le départ du pape. Il est là, ouais, on voit l'avion, oui, oui, il marche pas là. C'est pas d'information. On ne reste pas 10 minutes à montrer qu'on a l'attente d'un avion qui part et puis qu'un pape qui va s'embarquer. Mais on bombarde. Évidemment, aucun de ces médias n'a parlé d'un événement historique qui se déroulait en même temps en France. C'est le fait que 190 organisations, partis politiques, comités de défense de quartier avaient fait un appel à la mobilisation contre les violences policières et le racisme systémique de la dite République française. Personne ne parlait de ça. La manifestation s'est tenue hier, alors ils sont tout fiers de dire, oui, il y avait 30 000 personnes au total partout, quelques milliers à Paris, pendant qu'il y avait 60 000 chez le pape. Mais c'est normal qu'il n'y ait que des forces militantes qui se mobilisent, puisqu'il n'y a pas eu d'information sur cet événement important qui voyait le syndicat de la magistrature, des partis politiques, des forces vives françaises dénoncer une chose aussi grave que les violences policières et, on a dit, le racisme systémique. Donc, ça fait partie aussi du fascisme, le conditionnement de l'opinion. Et évidemment, cela ne changera rien au cours de l'histoire. Nous l'avons dit qu'il y a de la contre-propagande qui se fait et que les possibilités de manipuler l'opinion, ne serait-ce que par des 100 euros pour l'essence, etc., ça s'est effrité avec le délitement de l'économie capitaliste. Donc, ça, c'était pour l'international. Mais nous arrivons à la Martinique. Oui, nous sommes dans une phase d'accélération de l'histoire, une phase en même temps d'espérance, mais de danger absolument important. Le gouvernement français s'est bien rendu compte que la population martiniquaise a fait un bond dans la prise de conscience de son identité, de ses intérêts, que la population martiniquaise a bien pris conscience que le gouvernement français et que l'Europe ne sont pas ici pour donner de l'argent, des subventions pour aider à nous développer, mais pour nous pomper. Et qu'il y a une frange de la jeunesse rebelle qu'ils ne peuvent pas contrôler. Mais surtout que les véritables mouvements de défense de la souveraineté martiniquaise commencent à ancrer leur implantation dans le pays et surtout à rentrer en relation au niveau international pour faire connaître la situation coloniale que nous subissons. Alors, surtout en particulier la France, qui est décriée, qui est chassée de
l'Afrique, qui est manipulé par les États-Unis et qui vide ses caisses pour une guerre qui ne va rien apporter au peuple français, avec tout son suprémacisme, son arrogance, la classe politique française dit, bon, il faut à aucun pas que la Martinique nous échappe, parce que c'est là qu'on pourra recaser nos nez aux pieds noirs, c'est là qu'on pourra conserver une base de puissance internationale pour contrôler la Caraïbe. Donc, c'est Martiniquais là qui se dresse, il nous faut éliminer ça. Nous avons déjà expliqué qu'en fonction de cette réalité, le gouvernement français a mis en place le génocide par substitution, avec l'expatriation de nos compétences, avec l'accélération de l'importation de peuples expatriés et suprémacistes. Nous avons aussi expliqué que les instances européennes et françaises essaient d'appauvrir la population martiniquaise, non seulement avec l'augmentation des prix, parce que toutes les hypocrisies qui sont faites sur on va contrôler les monopoles, etc., c'est pour donner le change. Parce que l'accord entre les colons et la caste dominante, c'est stratégique. Ils ne vont pas y toucher. Puisqu'ils savent que si, une fois que la caste Békédo a plus le pouvoir totalitaire dont elle dispose sur le plan économique, eh bien, c'est fini, c'en est fini pour la France. Donc, il faut aider ces gens-là à continuer à perdre de l'argent, à engluer les gens dans la consommation, et la France augmente les prix d'autant plus facilement ici qu'elle en tire bénéfice. Tout ce qui est importé en Martinique vient de France et d'Europe en général. Donc, elle ne va pas faire harakiri dans les temps de difficultés budgétaires. Donc, il y a un premier aspect d'accélérer le génocide par substitution et parallèlement d'appauvrir le peuple martiniquais, de faire en sorte que ses compétences, ses forces vives disparaissent et laissent le champ libre. Mais les gens n'acceptent pas cela. Alors, il y a un renforcement de la propagande. Dimanche dernier, rappelez-vous, nous avons longuement commenté la nomination de la Martinique patrimoine de l'humanité, etc. Nous avons montré que ça ne porte rien pour le peuple martiniquais s'il n'a pas souveraineté. Et que ça peut être contre-productif, mais que ce soit au bénéfice de la France. C'est la France qui a un patrimoine reconnu, c'est elle qui fixe les règles du jeu. Mais il y a une autre information qui peut attirer notre attention. Il y a des gens qui s'enorgueillissent de l'existence du lycée Chelcher. On se bat même pour sa paternité. Mais quand on a un lycée de cette dimension, et puis qu'il n'y a pas de jeunes pour aller dans le lycée, la nature a horreur du vide. Nous avons appris vendredi soir dans une réunion que 25 étudiants martiniquais espéraient pouvoir avoir une formation dans ce lycée. Et ils sont toujours sans réponse. 3 d'entre eux ont été retenus pour ce qui nous a été présenté comme quelque chose d'extraordinaire, une section de formation d'ingénieurs. La plupart viennent de l'extérieur. Ça illustre tout à fait le fait que ce lycée-là sera un formidable outil au service de la France. Nous avons un lycée, nous allons créer une école d'ingénieurs, nous allons envoyer nos Européens et tout, que nous ne sommes pas contre l'arrivée d'étudiants étrangers. Loin de là. Nous sommes pour que beaucoup de Caribéens viennent étudier ici. Nous sommes même beaucoup favorables au fait que des jeunes Européens viennent découvrir notre réalité. À condition que nous soyons maîtres de notre pays et que les études qui y sont faites, le savoir qui est dispensé concerne la connaissance de la Caraïbe, de notre réalité et l'édification de projets de développement durable endogène. Mais imaginez que dans ce cas-là, il
s'agit de mettre un outil avec les fonds martiniquais Combien d'Africains? Au service de l'impérialisme occidental pour son implantation dans la région. Je lis cela avec la question de patrimoine pour dire que les gens qui disent nous sommes fiers assez bien devraient réfléchir qui va en profiter. Mais ce n'est qu'un des aspects. Nous avons parlé du génocide par substitution. Nous avons ici là, montré que nous dépensons, nous faisons des projets, mais qui sont directement liés aux intérêts de la France, et puis que finalement, nos problèmes fondamentaux ne sont pas réglés. Mais il y a une accélération, c'est ça sur quoi je veux insister. Plus le temps passe, plus nous serait difficile, si nous ne luttions pas, d'inverser la situation. On se retrouve avec une situation qui peut être illustrée par le comportement des expatriés en Martinique. Il semble que la décision prise par la municipalité du Diamant d'imposer un couvre-feu dans la commune à partir de 9 heures serait lié, conditionnel, serait lié à une pétition faite par des expatriés qui sont gênés par le monde. Les expatriés, c'est comme ça qu'ils s'appellent, les immigrants colons français. Ils s'appellent expatriés. Ils font la différence entre le blanc colon qui est chez les autres, qui s'appelle expatrié, et puis tous les autres peuples. Ce sont des migrants, des immigrés, on fait tout ce qu'on veut. Donc, il semble que ce soit ces gens-là qui soient à l'origine de cette demande. Il semble également que ce serait, je vous invite à aller vérifier, des expatriés français qui seraient à l'origine de la persécution d'un directeur, de principal de collège, parce que le principal du collège a augmenté le temps accordé aux enfants pour aller à la cantine, qui était trop court, et a décidé qu'on sortirait à 16h30 au lieu de 15h. Et que ça dérangerait certaines personnes. Ah, je suis habitué à sortir de 15h. On n'a jamais vu ça. Et ce sont les agents du collège qui sont entrés en grève pour soutenir le directeur. J'ai dit serait, parce que c'est les informations que j'ai reçues et que personnellement, je ne suis pas allé pour le moment vérifier. Donc je dis serait. Mais je peux ajouter un exemple où c'est pas serait, où c'est un exemple concret qui remonte à quelques années où des expatriés français ont organisé la persécution d'une directrice d'école primaire parce que la directrice d'école primaire parlait trop de ce qui se passe dans le pays et qu'il fallait qu'elle les a fait étudier le programme de France avec les livres de France, avec des actions scélérates, persécutant cette directrice pour des questions personnelles, dont la perte d'une petite fille. Et la directrice avait cédé l'éponge, avait jeté l'éponge. Ça je le confirme parce que je connais les personnes en question. Ce qui veut dire qu'il y a une frange de Français colons ici, suprémacistes, qui estiment qu'avec l'appui du gouvernement et éventuellement de la casse, le moment est venu de dire au peuple de Martinique, retournez en Afrique, c'est nous qui vous avons mené là, c'est notre pays. Ça n'a pas qui passé comme ça. Et c'est là que je dis qu'il y a urgence, parce que soit cela va déboucher sur des conflits raciaux sanglants, parce qu'il n'y aurait pas eu de réponse intelligente, cohérente, réfléchie, humaine, internationale disposée, ou bien soit nous disons, tout GCG, actuellement c'est fini. Le peuple martiniquais doit s'organiser pour recenser tous les actes racistes. Et il ne faut pas compter sur le gouvernement français pour châtier les racistes, mais pour dénoncer les racistes et exiger le respect de notre dignité. Mais surtout,
s'organiser pour que nous ayons notre souveraineté, pour ne pas venir faire djé en pays nous et puis nous. Alors, on a parlé de ça, mais il faut quand même voir les conditions, parce qu'en même temps, il y a des attaques. J'ai parlé de l'augmentation de la vie chère tout à l'heure, mais il y a des attaques venant de l'Europe et du gouvernement français pour appauvrir et déstructurer le peuple martiniquais, notamment en attaquant la fameuse surénumération, c'est-à-dire le droit légitime du salaire correspondant au travail qu'on fait. Dimanche dernier, j'ai expliqué cela. Je vous invite d'ailleurs à retourner sur cette vidéo qui est sur YouTube, Jikamboutsen CP, où on traite de la question des 40%. Donc, il y a cette volonté d'éliminer ça, d'éliminer l'octroi de mer, sous prétexte que l'octroi de mer est responsable de la vie chère. Ce ne sont pas les monopoles, les abus, les trafics sur les packages. Non, c'est l'octroi de mer qui finance les communes. C'est là qu'il faut attaquer. Mais c'est pour appauvrir les communes, comme on l'a fait avec la suppression de la taxe d'habitation, pour que l'État français et le privé français reprennent la main, prennent totalement la main. Ils ne l'ont jamais laissé. Donc, il y a cela. Et il y a également la persécution des militants qui redémarrent. Vous vous souvenez que quand ils avaient lancé l'offensive contre les militants anti-chlordécone, tous les jours, il y a un procès. Tous les jours, il y a une arrestation. Et tous les jours, mon gars finit de libérer à bas la répression, il y a voyer la primogène, LBD, il y a prendre un nouveau fourchette et puis on était dans le site. Vous vous rappelez que nous avions dénoncé cela comme étant une stratégie de détournement et qu'il était important que les militants s'adaptent à cette réalité pour ne pas tomber dans le piège. Je dirai deux mots sur cette histoire de stratégie tout à l'heure. Et bien là, ils ont relancé. On commence à reconvoquer. On a reconvoqué Edwin cette semaine. On a convoqué une dirigeante syndicale, Safir, sur la base d'une lettre anonyme qu'ils auraient reçue qui dit qu'elle aurait participé à des actes de violence armée en réunion. Pour qui connaît Safir, la militante qui était le pivot du camp de la résistance, avant qu'elle ne laisse un peu pour des raisons de santé et d'opération, on sait que c'est n'importe quoi, mais il faut persécuter les militants. Il faut les maintenir. Il y a Barabine qui a été convoqué. Donc, ils essaient de relancer avec venue des militants. Donc, quand on est tous les jours devant le palais de justice, évidemment, on ne fait pas autre chose, mais aussi on donne la main à des provocateurs qui peuvent utiliser ces rassemblements-là pour créer des incidents. On peut envoyer quelqu'un, envoyer un caillou, et puis dire les manifestants ont agressé, on a été obligé. Donc ça nous amène à comprendre que le moment est grave, il y a accélération. Et je vais dire une dernière chose, quand il y a accélération des contradictions, eh bien, les forces politiques se jettent dans la bataille. Il y a différentes réactions, les réactions spontanées des militants qui n'ont pas suffisamment, hélas, de formation, qui expriment leur rébellion, mais sans projet, sans plan, sans stratégie, qui, hélas, se mettent en danger. Parfois, on a des militants courageux, déterminés, mais qui expriment leur rébellion spontanément et puis qui sont écrasés. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut rejoindre le camp de l'organisation, de la réflexion, de la stratégie, pas iser qu'aux autres inutilement, pas sacrifier qu'aux autres. Nous n'avons pas besoin de martyrs, nous avons besoin de guerriers qui vont à la victoire. Donc il y a ces rébellions forcées. Mais les forces politiques, je disais, qui rentrent en ligne de compte, les assimilationnistes, ceux qui faisaient semblant d'être pour la dignité, pour la culture, pour l'émancipation, ils disent, ouais, là, ça fait mener nous à la souveraineté, je ne veux pas ça. Je veux continuer à manger, à gratter le peu que j'ai, les miettes qu'on me donne. Donc, on a une levée de bouclier et on revoit la propagande
sur l'indépendance. Ah, ils veulent l'indépendance. Maman, nous, en 2023, nous avons ça qu'a fait en Afrique. Nous avons nous sortis. Ça, la France, pas voté pour nous. L'injustice qui est en pays. Et puis, je dis, nous allons continuer à dire, maman, la France est gentille. Maman, la France qui écrase la retraite. Maman, la France qui casse les services publics, qui met nos personnels de santé dehors parce qu'ils ont refusé qu'on agresse leur corps. Maman, la France qui supprime les possibilités des collectivités. Il faut que nous ne partions pas parler. Le moment là exige qu'on y aille. Alors, quand la propagande contre l'indépendance revient, nous pas vous peur. Nous avons suffisamment d'arguments, d'exemples pour organiser une contre-propagande. Et c'est là qu'on arrive à une première donnée sur la stratégie. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Déclencher une vague d'information, d'organisation massivement en Martinique et une phase d'information du monde international pour exiger le droit à l'autodétermination du peuple. Ce n'est pas les plaies pour dire, mais c'est Rwandais à la place de la population dans ta constitution, pas qu'il est fait. Problème. Mais ce n'est pas ça. Même s'ils mettaient pas qu'à respecter nos droits de peuple. Quand le mot peuple existait, on était libre. On faisait ce qu'on voulait. Ce n'est pas le changement de vocabulaire ni dans un sens ni dans l'autre qui est primordial. Le moment, ce qui est primordial, c'est que nous nous organisions, que nous fassions bloc pour exiger que l'opinion internationale dise au gouvernement français et au couillonné noissé, il faut respecter ce peuple-là. C'est là qu'on parle de stratégie. Il s'agit donc de combattre la stratégie de la classe politique qui remet la peur de l'indépendance, l'épouvantail de l'indépendance sur le sujet. Alors, ça, c'est amusant parce que même envers des gens qui sont globalement dans le cadre de la République française, on ne tolère pas qu'ils fassent un petit progrès. Vous avez vu la campagne qui est menée contre le président du collège de la CTM. Pourquoi? Parce qu'il a fait voter le drapeau rouge et noir et il a fait voter le créole comme langue égale au français. Chaque fois qu'il fait ces votes-là, il dit c'est pas une défiance de la République et nous ne sommes pas indépendantistes. Mais on ne lui permet même pas de faire un petit pas. Et le cas négatif. Ou pas pour faire ça, tu devais rester aussi. J'espère que ça montrera à tous les élus qui ont un peu de dignité que l'heure des suppliques, que l'heure des acteurs, des bâchés, c'est fini. C'est soit pour son route. Si on est pour sa dignité, pour le drapeau, pour notre langue, et d'ailleurs, il me semble qu'il avait, le président, envoyé le préfet sur les Oise en lui disant, c'est pas au cas de rien, mais il faut aller au bout de sa logique. Nous ne devons rien attendre du gouvernement colonialiste, macronien, multinationaliste des Français. Il nous faut absolument comprendre que chacun choisit son camp. Il y en a qui ont choisi de s'ancrer dans la République. Il y en a qui ont choisi de demander un petit peu et puis qui sont raboués. Ils auront choisi leur camp. Et puis, il y a ceux qui veulent vraiment la souveraineté. Et c'est là que se pose la responsabilité de tous ceux qui disent cela. La question de la stratégie doit être une première façon de nous positionner. Si on continue à semer la division au sein du peuple martiniquais, tout en sachant la gravité de cette situation et que le gouvernement français va racher couper, ça veut dire qu'on n'est pas pour l'indépendance. On utilise des mots. On fait semblant pour se donner une posture. Tout le monde qui a fait des pour division de l'IA, nous ne pouvons pas rentrer en l'air. Hein. C'est des contradictions au sein du peuple. Ils ont misé. Mais tous ceux qui voient la nécessité de faire bloc, et bien maintenant on se met ensemble et puis on dit qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement,
arrêtons avec ce fameux syndrome de Lynch qui dit les jeunes comme ça, les vieux comme ça. Les politiques, toute politique pourrie, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la peine de faire politique, il ne faut pas d'idéologie. C'est une position bourgeoise de démobilisation. On nous arrête de là. On nous dit qu'il faut que nous étudier l'histoire, nous étudier politique, nous étudier la situation internationale là, étudier malinterie, la France et les complices pour nous déjouer. Formons-nous politiquement, formons-nous idéologiquement. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question de l'information au niveau national, au niveau international sur notre réalité. Eh bien, si on informe, il faut au moins qu'on la connaisse, cette situation, cette réalité. Et puis la troisième chose, c'est l'organisation. Quand on parle d'alliance, quand on parle d'unité, ça ne veut pas dire qu'on soit obligé d'être dans la même organisation politique, d'avoir les mêmes idées. Ça veut dire se mettre d'accord sur une orientation qui réponde à l'intérêt du peuple et de chacun d'entre nous, et puis chacun fait sa part de travail. Ceux qui veulent s'allier pour être plus efficaces, c'est encore mieux. Mais si on préfère faire une expérimentation, mais tout en ayant la même direction à la tête, c'est pas plus mal. Et il faut que cette alliance autour d'un projet se réalise à plusieurs niveaux. D'abord, le niveau économique. Si ou pas ni un pouvoir économique en la main, l'autre pourra toujours faire son chantage, l'autre pourra t'empêcher de... Et puis pourra faire peur aux gens, aux autres pays manger. Mais si nous, avec les compétences que nous avons, tout ça, Martinique et Martinique, ce qu'a fait un pays, nous dit, bon, nous privilégions les produits locaux. Nous organisons des réseaux de mutualisation. Nous repérons tout ce qui se fait pour donner du ballon. Nous boycottons tous les produits importés qui ne sont pas nécessaires à notre vie. Nous devenons une puissance économique. Cela s'est fait avec les Afro-Américains qui se sont constitués durant la lutte contre la ségrégation en force économique. Et ça a été un aspect fondamental sur lequel ils pouvaient s'appuyer pour progresser dans les droits civiques. La lutte n'est pas finie, mais au moins, ils ont des réponses à ce niveau-là. Ça a été le cas dans beaucoup d'autres pays, ce n'est pas la peine de faire la liste, mais nous devons prendre conscience que si nous faisons le choix de privilégier nos intérêts communs économiques et boycotter tous ceux qui sont contraires à nos intérêts, ce sera une première base. L'autre élément dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la question de l'éducation, de la formation. Tant que nos enfants n'auront pas connaissance de leur histoire, de leur véritable dignité héritée des ancêtres, ben, ils seront toujours manipulés par les jeux électroniques, par les blogueurs. Non, mais il nous faut lutter au sein de l'école pour les programmes, pour que les enseignants qui ont malgré tout une liberté de manœuvre pédagogique puissent faire le maximum pour limiter les dégâts. Mais l'école, ce n'est pas le seul terrain de l'éducation. Les associations, les quartiers, les familles, c'est le terrain principal de l'éducation. Donc, si nous nous donnons les moyens d'avoir des outils pédagogiques, des structures dans les quartiers, dans les associations, chez nous-mêmes, pour aider à cette connaissance de notre histoire, de nos projets, de notre réalité, ce sera une défaite annoncée pour le colonialisme français. Et puis la troisième chose en matière de stratégie, c'est de distinguer les beaux parleurs, les maquaseurs de ceux qui organisent réellement la contre-offensive. Parce qu'il s'agit d'organiser une contre-offensive vis-à-vis de ce qu'ont décidé de faire les colonialistes occidentaux et le relais
expatriés suprémacistes qui sont ici. Il s'agit pour nous de dire comment nous allons faire en sorte que les expatriés ne se croient pas en territoire conquis. Comment faire en sorte que nous ne tombions pas dans le piège des provocations et que nous choisissions le moment où nous devons nous manifester vis-à-vis de l'occupant français. Je prends un exemple. Un dirigeant d'association qui vient dans une réunion et puis qui dit « Ah, rien qui parlait, là, il faut que nous descendions la préfecture, il faut passer à l'action, descendre la préfecture pour le préfet comprendre que… » Attendez, quelqu'un qui dit ça ne peut pas ignorer ce qu'est le colonialisme français. Ne peut pas ignorer que si on descend là, on appelle des gens, viennent, et qu'on est à la merci de toutes sortes de provocations. Et que même si on fait une manifestation pour exiger que le préfet porte, ça ne change absolument rien dans le cours de notre histoire. À supposer que le préfet porte, on en nomme un autre, encore plus scélérat, et puis c'est réglé. Et puis quand le préfet est parti, qui prend les décisions? Comment on s'organise pour assumer la souveraineté que nous réclamons? Les Badjolais, il faut qu'on arrête avec ça. On n'a plus le temps de faire ce genre de cinéma. Les gens qui continuent dans cette voie-là sont irresponsables, sinon provocateurs. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est chacun de nous dire, ça manque à faire dans le pays. Ça manque à faire dans l'éducation yishme. Là. Est-ce que on dit, bon, allez à l'école, il faut plus de moyens, etc. Il faut demander des moyens. Et puis, je ne sais pas, mais qui ça qui m'a mis à étudier? Qui ça m'a fait bon débat? Donc, je ne serai pas plus long. La conclusion que je veux porter, c'est que comme nous l'avons dit au début, tant au niveau international qu'au niveau national, nous sommes dans la période charnière. Ça ira très vite. Il y a un bon problème chez nous qui dit, joue malais, pas ni pour garde. C'est pas les bagailles la pété nous qui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui va faire quoi? C'est maintenant qu'il nous faut réunir tous ceux qui ont une compréhension valable de la situation et surtout une volonté de transformer les choses. Commençons par là. Sans dénigrer les autres, mais mettons ce socle-là et on verra que le peuple martiniquais n'attend qu'un seul moment-là pour conquérir sa souveraineté. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous prenons donc rendez-vous pour dimanche prochain. J'espère que là, nous pourrons être sur les ondes également de RFA. Et je vais vous laisser donc en vous proposant notre jingle que je suis en train de chercher. Bon. Oui, un petit appel à tous ceux qui ont écouté cette émission d'abonnez-vous à Jicambout CNCP pour qu'on puisse tous les dimanches ou durant la semaine, vous pouvez vous connecter pour recevoir toutes les informations qu'on donne.